Il l'a qualifié de « ennemi des acteurs » et a critiqué ses films, les qualifiant d'horribles. La haine de Robert Duvall pour cette légende hollywoodienne était si profonde qu'il a refusé des millions de dollars pour ne pas avoir à le côtoyer. Leur rivalité était si intense que même John Wayne a dû intervenir pour tenter d'apaiser les tensions. Lorsqu'on lui a demandé s'il travaillerait à nouveau avec cet homme, Duvall n'a pas mâché ses mots. Jamais. Je m'en fiche si je ne le fais jamais. Brutal. Implacable. Définitif. Mais qui était donc cette star puissante que Duvall méprisait tant? La réponse pourrait bien vous laisser sans voix. Né le 5 janvier 1931 à San Diego, en Californie, Robert Duvall est issu d'une famille profondément ancrée dans la discipline et le théâtre. Sa mère, Mildred, aimait la scène et se produisait souvent dans des productions théâtrales locales. Du côté maternel, Duvall était même apparenté au général confédéré Robert E. Lee, une lignée qui allait plus tard lui valoir l'un des rôles les plus emblématiques de sa carrière. Son père, William, était un officier de marine hautement décoré qui a atteint le grade de capitaine à l'âge de 39 ans. Grandir dans une famille de militaires signifiait ordre, déménagement constant et attentes strictes. Les Duvall ont vécu un peu partout, du Maryland au Rhode Island en passant par la Virginie. Mais Robert a passé la majeure partie de son enfance à Annapolis. Son père rêvait qu'il suive ses traces dans la marine. Mais Robert avait d'autres projets. L'école ne l'intéressait pas vraiment, à l'exception d'une chose, le théâtre. Tout a commencé à la Severn School dans le Maryland, puis s'est poursuivi à la Principia dans le Missouri. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Robert Duvall s'est plongé dans sa passion et a étudié l'art dramatique au Principia College, dans l'Illinois. Il a obtenu son diplôme en 1953. Mais la vie lui a réservé quelques détours avant qu'il ne puisse se consacrer pleinement à sa carrière d'acteur. La même année, il s'est engagé dans l'armée. Il a servi pendant environ 1 an après la fin de la guerre de Corée et a été stationné à Camp Gordon, en Géorgie. Sa carrière militaire n'a pas suivi les traces de celle de son père. Il n'a atteint que le grade de soldat de première classe et plaisantait souvent sur son manque de compétences militaires. Mais quelque chose d'important s'est produit pendant cette période. Il s'est impliqué dans une production théâtrale locale. Ce petit rôle dans une pièce intitulée Room Service lui a rappelé ce qu'il voulait vraiment faire. En 1955, il a pris une décision importante. Il a fait ses valises et est parti à New York pour étudier sérieusement le théâtre à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre. L'école enseignait la technique Sanford Meisner, qui mettait l'accent sur le naturel et l'authenticité des émotions sur scène. Il n'était pas seul. Parmi ses camarades de classe figuraient Dustin Hoffman, Gene Hackman et James Caan. Ils étaient tous jeunes, fauchés et déterminés. La vie à New York n'était pas facile. Duvall acceptait tous les emplois qu'il trouvait pour payer son loyer. Il a trié du courrier, travaillé dans le commerce de détail et même conduit des camions. Ces emplois n'avaient rien à voir avec le métier d'acteur, mais ils l'ont aidé à comprendre les gens ordinaires, une compétence qui a ensuite donné plus de profondeur à ses personnages. Il partageait de petits appartements avec Hoffman et Hackman, et ils dormaient souvent à tour de rôle sur un canapé-lit. Ils ont lutté ensemble, mais ils ont persévéré. Des années plus tard, tous trois sont devenus des légendes d'Hollywood, avec à leur actif des dizaines de nominations aux Oscars et plusieurs récompenses. La première véritable chance de Duvall s'est présentée sur scène. Il s'est fait remarquer pour son rôle d'homme troublé dans The Midnight Caller. Cette performance a attiré l'attention de l'écrivain Horton Foote, qui l'a ensuite aidé à décrocher des rôles encore plus importants. Duvall a continué à faire ses preuves dans des pièces exigeantes, comme A View from the Bridge, qui lui a valu un Obie Award en 1965. Mais c'est un rôle discret et puissant au cinéma qui l'a révélé au monde entier. En 1962, il a joué Boo Radley dans To Kill a Mockingbird. Boo ne dit pas un mot dans le film, mais Duvall a rendu ce personnage inoubliable. Il a su capturer le mystère et la gentillesse de Boo rien qu'avec ses yeux et son langage corporel. Horton Foote l'avait vu sur scène et pensait qu'il était parfait pour le rôle. L'auteur Harper Lee était du même avis. Elle lui a envoyé un télégramme avec un simple « Hey Boo » pour se préparer.
Duvall a évité la lumière du soleil pendant des semaines afin d'avoir l'air pâle et fantomatique. Il s'est teint les cheveux en blond pour correspondre à la description de Boo dans le livre. Ces petits détails l'ont aidé à se fondre dans son rôle. Le film ne montre pas Boo à l'écran jusqu'à la fin, ce qui crée un suspense. Lorsque Scout le rencontre enfin et lui dit doucement « Hey Boo », c'est un moment calme et émouvant. Il s'avère être celui qui protège Scout et son frère. Il n'est pas le monstre que certains croyaient. Il devient le symbole de l'innocence dans l'histoire. Le Mockingbird qui ne doit pas être blessé. À l'origine, Duvall avait une réplique dans le film, mais elle a été coupée. Au final, il n'avait pas besoin de mots. Sa performance était puissante sans eux. Le rôle de Robert Duvall dans le rôle de Tom Hagen dans les films Le Parrain reste l'un des plus mémorables de l'histoire du cinéma. Hagen n'était pas seulement l'avocat de la famille Corleone. Il était leur conseiller de confiance, l'homme qui résolvait les problèmes avec des mots plutôt qu'avec la violence. Duvall l'a incarné avec une force tranquille. Bien qu'il fasse partie de la famille, il ne s'y est jamais vraiment intégré. Vito Corleone l'a adopté quand il était enfant, mais ses origines germano-irlandaises lui ont toujours donné le sentiment d'être un étranger. Il n'était pas comme Sonny ou Michael. Il ne recherchait pas le pouvoir et n'agissait pas sous le coup de ses émotions. Hagen était calme, logique et toujours tourné vers l'avenir. Lorsque Le Parrain est sorti en salle en 1972, la performance de Duvall s'est démarquée. Hagen n'était pas un simple personnage secondaire. Il était présent dans toutes les décisions importantes. C'était souvent lui qui apaisait les tensions ou gérait les situations délicates. L'un de ses moments les plus célèbres est survenu au début du film. Lors d'une visite chez le producteur hollywoodien Jack Woltz, Hagen a demandé gentiment que Johnny Fontane soit engagé dans un film. Lorsque cela n'a pas fonctionné, les Corleone ont envoyé un message. Waltz s'est réveillé avec la tête de son cheval préféré dans son lit. Hagen n'était pas celui qui avait proféré la menace, mais il s'était assuré que le message soit bien passé. Lorsque Le Parrain 2 est sorti en 1974, le rôle de Hagen était devenu plus complexe, après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Michael a quitté le pays pour découvrir qui était derrière tout cela. Pendant son absence, Hagen a pris la place de Don. Cela montrait à quel point la famille lui faisait confiance. Mais les choses ont changé. Michael est devenu plus froid et plus impitoyable. Et il a commencé à écarter Hagen. Il le tenait dans l'ignorance, ce que Vito n'aurait jamais fait. Duvall a su montrer ce changement de manière subtile. Hagen est toujours resté loyal, mais on pouvait lire le doute dans ses yeux. Il n'était pas toujours d'accord avec Michael, mais il est resté fidèle à la famille. Duvall a été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1972. Il n'a pas remporté le prix, mais cette nomination en disait long. Alors que d'autres personnages, comme Michael, interprété par Pacino, ou Vito, interprété par Brando, étaient bruyants et intenses, Hagen était calme et posé. Il n'avait pas besoin de grands discours. Il n'avait pas besoin de crier. Son pouvoir résidait dans sa façon de parler. Toujours calme, toujours prudent. Ce contraste a fait de lui l'un des personnages les plus fascinants de la trilogie. Lorsque Le Parrain 3 a été annoncé, beaucoup s'attendaient à voir Duvall revenir. Mais en 1999, le monde du cinéma avait changé. Al Pacino s'est vu offrir 8 millions de dollars pour reprendre son rôle. Duvall s'est vu offrir beaucoup moins. Il ne s'attendait pas à être payé autant. Mais lorsqu'il a vu l'énorme différence, il a refusé. Plus tard, il a expliqué que si Pacino avait gagné 2 fois plus, cela ne l'aurait pas dérangé. Mais lorsque la différence est passée à 3 ou 4 fois plus, il a refusé. Sans Duvall. Le scénario a dû être modifié. Au lieu de faire partie de l'histoire, Hagen a été supprimé. On a dit qu'il était mort hors champ. Un nouvel avocat de la famille, B.J. Harrison, joué par George Hamilton, a été introduit. Mais ce n'était pas la même chose. Les fans et les critiques ont remarqué qu'il manquait quelque chose. Même le réalisateur Francis Ford Coppola a admis que l'absence de Duvall avait changé toute l'orientation du film. À l'origine, l'histoire devait explorer la relation entre Michael et Hagen, voire une lutte de pouvoir. Mais avec le départ de Hagen, cette idée a été abandonnée. Beaucoup ont estimé que le film en avait souffert. Même s'il n'est pas revenu pour le 3e film,
Duvall ne s'est jamais distancié des deux premiers. Au fil des ans, il a raconté des anecdotes du tournage. L'une des plus célèbres concerne Marlon Brando. Brando n'aimait pas mémoriser ses répliques. Il utilisait donc des cartons cachés sur le plateau. Ils étaient parfois derrière des accessoires, parfois collés au mur. Dans une scène, Duvall avait même les répliques de Brando collées sur la poitrine. Brando pensait que chercher ces mots rendait son jeu plus réaliste. Certains trouvaient cela paresseux, mais personne ne pouvait contester le résultat. Son interprétation de Don Vito Corleone est devenue emblématique. Il a même remporté un Oscar pour ce rôle, qu'il a toutefois refusé de recevoir. Comme chacun sait, Robert Duvall a incarné certains des personnages les plus mémorables du cinéma. Ses rôles semblent plus grands que nature, mais ils restent toujours réalistes. Dans Apocalypse Now, il a incarné le lieutenant-colonel Bill Kilgore, un soldat à la fois charmant et effrayant. Le film, réalisé par Francis Ford Coppola, dépeint la guerre du Vietnam de manière onirique et obsédante. Kilgore n'avait peur de rien. Il considérait la guerre comme un jeu, sa célèbre réplique. « J'adore l'odeur du napalm le matin » est devenue l'une des plus citées de l'histoire du cinéma. Elle résume parfaitement le personnage de Kilgore. Il voyait la destruction comme une sorte de triomphe et semblait aveugle à la souffrance qui l'entourait. Duvall n'a pas inventé ce personnage de toutes pièces. Son propre père était amiral dans la marine et il avait lui-même servi dans l'armée. Il savait comment se comportaient les militaires dans la réalité. L'un des moments les plus étranges de Kilgore est celui où il dit à ses hommes d'aller surfer pendant un bombardement. C'est comme si la guerre n'existait même pas pour lui. Et puis il y a la célèbre scène de l'hélicoptère, avec la chevauchée des Walkyries de Wagner qui retentit tandis que les bombes tombent. L'un des moments les plus inoubliables jamais filmés. Duvall n'apparaissait pas dans beaucoup de scènes, mais chaque seconde où il était à l'écran comptait. Il a remporté un Golden Globe et a contribué à faire d'Apocalypse Now un classique. La même année, il a incarné un soldat très différent dans The Great Santini. Cette fois, il jouait le lieutenant-colonel Wilbur Bull Meacham, un pilote de Marine Corps, fier dans les airs mais cruel à la maison. Il traitait sa famille comme une escouade plutôt que comme un groupe d'êtres chers. Son fils, Ben, en a le plus souffert. Il y a une scène douloureuse où Meacham joue au basket avec Ben. Lorsque Ben finit par gagner, Meacham ne le prend pas bien. Au lieu d'être fier, il se met en colère. Duvall n'a toutefois pas fait de Meacham un simple méchant. Il a trouvé de petits moments où le personnage montrait qu'il tenait à eux, même s'il ne savait pas comment exprimer son amour. Les critiques l'ont remarqué. Ils ont dit que Duvall avait rendu Meacham plus humain que dans le livre original. Le film s'intéressait de près à la masculinité, à la fierté et aux dégâts causés par un contrôle excessif. À la fin, Meacham tente de réparer les dégâts avec sa famille, mais il est trop tard. Duvall a été nominé aux Oscars pour cette performance. Quelques années plus tard, il a livré l'une de ses performances les plus douces et les plus émouvantes dans Tender Mercies. Il y incarnait Max Sledge, un chanteur de country sur le déclin qui avait presque tout perdu à cause de l'alcool. Le film suivait son parcours discret alors qu'il tentait de reconstruire sa vie dans une petite ville du Texas. Il rencontrait une veuve et son fils tombaient amoureux et commençaient à changer. Pour se préparer, Duvall a voyagé à travers le Texas, apprenant comment les gens parlaient et vivaient. Il a même chanté toutes les chansons de Max lui-même. L'une des scènes les plus tristes du film est celle où Max tente de renouer avec sa fille. Alors qu'ils commencent à reconstruire leur relation, elle meurt dans un accident de voiture. C'est un moment déchirant qui montre que certaines chances ne se représentent jamais. Le film était doux et réfléchi. Il explore la guérison et l'espoir de manière discrète et subtile. Duvall a déclaré que c'était l'un de ses rôles les plus personnels. Il a joué avec beaucoup de retenue, laissant ses regards et ses poses en dire long. Il a remporté un Oscar pour cette performance. Bien que le film n'ait pas rapporté beaucoup d'argent, il a été très apprécié pour son honnêteté et sa profondeur. Des années plus tard, Duvall s'est investi corps et âme dans The Apostle. Ce n'était pas simplement un autre rôle. C'était son rêve. Il a écrit le scénario,
réaliser le film et financer la majeure partie du projet lui-même. Aucun studio ne voulait le produire, mais il croyait en cette histoire. Il a joué le rôle de Sonny Dewey, un prédicateur pentecôtiste qui inspire les gens, mais qui est également en proie à son tempérament et à son orgueil. Après avoir frappé un homme dans un accès de rage, Sonny se baptise lui-même et tente de recommencer sa vie dans une petite ville de Louisiane. Le film a été tourné en seulement 7 semaines. La plupart des figurants étaient de vrais fidèles. Cela a donné aux scènes une énergie authentique, qui ne semblait pas mise en scène. Sonny était à la fois gentil et complexe. L'un des moments les plus forts du film le montre en train de convaincre un ouvrier du bâtiment raciste avec rien d'autre que ses paroles et sa patience. Cela révélait à la fois sa force et ses contradictions. Duvall n'a jamais laissé le rôle sombrer dans la caricature. Il est resté ancré dans la réalité. Ses efforts ont porté leurs fruits. Il a été nominé pour un autre Oscar et de nombreux critiques ont salué l'honnêteté du film. Le film n'a pas été un succès au box-office, mais il a touché les spectateurs par sa représentation brute et honnête de la foi et du pardon. Duvall a dit un jour que la prédication était l'une des grandes formes d'art américaine. Dan's the Apostle. Il a donné vie à cet art. La vie personnelle de Robert Duvall a été aussi mouvementée que sa longue carrière. Il s'est marié 4 fois, et chaque relation raconte une partie de son histoire. Sa première femme était Barbara Benjamin, une ancienne danseuse du Jackie Gleason Show. Ils se sont rencontrés au début des années 1960 pendant le tournage de To Kill a Mockingbird. Lorsqu'ils se sont mariés en 1964, Barbara avait déjà 2 filles, Nancy et Susan, issues d'une précédente relation. Duvall cherchait encore sa place à Hollywood, mais sa carrière a rapidement décollé avec des films comme Le Parrain. La célébrité lui a apporté le succès, mais aussi la pression. Leur mariage a pris fin en 1975. Il ne parle pas beaucoup de ces années, mais elles ont été une période de maturation pour lui. Barbara est décédée plusieurs années plus tard, en 2019, à New York. 7 ans après ce divorce, Duvall s'est remarié, cette fois avec l'actrice Gail Youngs en 1982. Elle venait d'une famille d'acteurs, dont John Savage, Robin Young et Jim Youngs. Les deux ont travaillé ensemble sur Tender Mercies, le film qui a valu à Duvall son Oscar. Ils semblaient liés par leur métier d'acteur, mais cela n'a pas suffi à sauver leur mariage. En 1987, ils se sont séparés. Duvall avait déclaré qu'il ne se marierait jamais avec une actrice, mais il a fait une exception pour Gail. Difficile de dire si le fait de travailler dans le même domaine a joué un rôle dans leur séparation, mais cela n'a pas dû être facile. En 1991, il s'est marié pour la 3e fois. Sa femme, Sharon Brophy, était danseuse professionnelle. Ils se sont liés grâce à leur amour de la danse, en particulier du tango argentin. Sharon est même devenue sa professeure de tango à un moment donné. Mais même cette connexion spéciale n'a pas suffi à maintenir leur mariage. Ils ont divorcé en 1996. Contrairement aux précédentes épouses de Duvall, Sharon est restée loin des projecteurs après leur séparation. La même année, quelque chose d'inattendu s'est produit. Duvall a rencontré Luciana Pedraza, une actrice et réalisatrice argentine. Elle ne l'a pas reconnue au début et l'a invitée à une fête. Malgré leur différence d'âge de 41 ans, ils se sont tout de suite bien entendus. Luciana, née en Argentine en 1972, était l'aînée de 5 sœurs et avait obtenu un MBA avant de se tourner vers le cinéma. Au fil du temps, ils ont travaillé ensemble sur des films tels que Assassination Tango et Wild Horses. Leur amour commun pour le tango est devenu un élément important de leur relation. Ils se sont mariés en 2005 et sont ensemble depuis. Parallèlement à leur travail dans la danse, ils ont également créé une association caritative, le Robert Duvall Children's Fund, qui vient en aide aux enfants et aux familles dans le besoin, en particulier en Argentine. Bien qu'il ait été marié 4 fois, Robert Duvall n'a jamais eu d'enfant. Il en parle rarement. Dans une interview, il a dit en plaisantant qu'il tirait à blanc, mais c'est tout ce qu'il a révélé. Que ce soit par choix ou non, il n'a jamais montré de regrets. Alors que sa vie personnelle traversait ces différentes étapes, Robert Duvall a continué à se bâtir une carrière impressionnante. L'un de ses rôles les plus appréciés est celui qu'il a tenu dans Lonesome Dove en 1989.
Il y incarnait Gus McRae, un ranger texan à la retraite qui part pour une dernière transhumance avec son vieil acolyte. Joué par Tommy Lee Jones. La mini-série a connu un énorme succès et a redonné vie au genre western. En 4 soirées, plus de 26 millions de téléspectateurs ont suivi la série. Duvall a rendu Gus chaleureux, drôle et authentique. Il a déclaré plus tard que c'était son rôle préféré, devant même Le Parrain. Lonesome Dove a remporté de nombreux prix, dont 7 Emmys. Bien que Duvall n'ait pas remporté le prix du meilleur acteur, qui a été décerné à James Woods, il a remporté un Golden Globe. La mort de Gus dans la série était à la fois déchirante et puissante. Sa réplique: « Ce n'est pas une question de mourir, Woodrow. C'est une question de vivre », est restée gravée dans l'esprit du public. Les critiques ont salué Duvall pour avoir donné une réelle profondeur au personnage. Gus n'était pas seulement un cowboy, c'était un être humain à part entière. Au début des années 90, Duvall a endossé 2 rôles historiques difficiles. En 1992, il a incarné le dirigeant soviétique Joseph Staline dans un film de HBO retraçant son ascension au pouvoir. Le film a été tourné en Russie juste avant la chute de l'Union soviétique, ce qui lui a donné un supplément de réalisme. Duvall s'est préparé avec acharnement pour ce rôle, regardant de vieilles images d'archives et discutant avec des historiens. Il a qualifié Staline de gangster de rue, plein de peur et de contrôle. Sa performance lui a valu un autre Golden Globe. En 1996, il a incarné un autre personnage effrayant, Adolf Eichmann, l'un des architectes de l'Holocauste, dans The Man Who Captured Eichmann. L'histoire suit la capture d'Eichmann en Argentine et les événements qui ont conduit à son procès en Israël. Duvall ne le dépeint pas comme un monstre, mais comme un homme qui a commis le mal avec un détachement froid. Cette performance troublante et puissante lui a valu une nouvelle nomination aux Emmy Awards. Même en vieillissant, Duvall a continué à jouer des rôles significatifs. En 1998, il a joué dans un film sur une action civile, dans le rôle de Jerome Fasher, un avocat intelligent et stratégique qui défend des entreprises accusées d'avoir pollué l'eau d'une ville. Il n'a pas joué le personnage comme un méchant, mais simplement comme un homme qui fait son travail. Ce rôle lui a valu une nomination aux Oscars. En 2009, il a incarné Felix Bush dans Get Low, un homme reclus vivant dans le Tennessee des années 1930 qui souhaite organiser ses propres funérailles de son vivant. Le film traitait de la culpabilité, des secrets et de la rédemption. De nombreux critiques ont qualifié cette performance de l'une de ses meilleures. Robert Duvall n'a jamais été du genre à se retenir. Connu pour ses performances puissantes et sa personnalité directe. Il est également réputé pour dire ce qu'il pense, en particulier lorsqu'il s'agit d'autres personnes du monde du cinéma. Au fil des ans, il a clairement montré qu'il avait des exigences élevées et peu de patience pour tout ce qui n'était pas à la hauteur. L'une des personnes qu'il critiquait le plus était le réalisateur Stanley Kubrick. Lors d'une table ronde, Duvall n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié Kubrick d'ennemi des acteurs et a critiqué les performances dans certains des films les plus célèbres de Kubrick. Même si des films comme The Shining et A Clockwork Orange sont largement salués, Duvall trouvait que le jeu des acteurs y était terrible. Il n'en voulait toutefois pas aux acteurs. Il reprochait plutôt la méthode de travail de Kubrick. Duvall se demandait comment un réalisateur qui exigeait des dizaines de prises à ses acteurs pouvait déterminer laquelle était la meilleure. Pour lui, ce genre de perfectionnisme ruinait le bon jeu des acteurs. Duvall ne critiquait pas seulement les réalisateurs du passé. Il avait également des mots durs pour les réalisateurs modernes. Lors de cette même table ronde, quelqu'un a mentionné David Fincher, et Duvall a fait semblant de ne pas savoir de qui il s'agissait. Une fois qu'il a compris de qui il s'agissait, il a évoqué le fait d'avoir refusé un rôle dans Seven. Il a admis qu'il ne savait pas vraiment pourquoi il avait refusé le rôle, mais a déclaré que c'était peut-être le style de Fincher qui l'avait rebuté, même si ce n'était qu'une impression. Il a également parlé d'une expérience difficile sur le tournage de True Grit avec le réalisateur Henry Hathaway. Duvall a déclaré sans détour qu'il ne s'entendait pas. Il n'a pas donné beaucoup de détails, se contentant de dire que le style de mise en scène agressif de Hathaway était en contradiction avec sa propre méthode de jeu. À un moment donné, la tension est devenue telle que John Wayne est intervenu,
et a averti Duvall de se calmer. Sinon, il allait le frapper. Il était clair que l'ambiance sur le plateau n'était pas vraiment paisible. Tout au long de sa carrière, Duvall s'est forgé une réputation d'acteur difficile, mais il avait une explication claire à cela. Il a déclaré que les meilleurs réalisateurs, comme George Lucas, Francis Ford Coppola et Ulo Grossbard, n'avaient jamais eu de problème avec lui. Les problèmes ne survenaient qu'avec les réalisateurs qu'il ne respectait pas. S'ils n'étaient pas assez bons à ses yeux, il ne cachait pas sa frustration. Même avec les réalisateurs qu'il aimait, les choses se compliquaient parfois. Il avait beaucoup de respect pour Coppola, mais il a tout de même refusé le Parrain 3 en raison d'un différend salarial. Duvall a déclaré qu'il acceptait qu'Al Pacino soit payé 2 fois plus que lui, mais pas 3 ou 4 fois plus. Il a également raconté en plaisantant que Coppola était venu lui rendre visite chez lui pour parler du film, mais qu'il s'était finalement plus intéressé à la recette de crab cakes de la mère de Duvall qu'à savoir si Duvall allait revenir dans le film. Avec Steven Spielberg, les choses avaient bien commencé. Duvall avait fait l'éloge de Saving Private Ryan et avait déclaré que la séquence d'ouverture était l'une des plus réalistes qu'il ait jamais vues au cinéma. Mais plus tard, leur relation s'était détériorée à cause de la politique. Lorsque Spielberg s'est rendu à Cuba et a rencontré Fidel Castro, Duvall était furieux. Il a traité Castro d'assassin et a déclaré qu'il était malvenu de la part de Spielberg de se comporter comme un diplomate. Il a même déclaré qu'il ne travaillerait plus jamais avec DreamWorks, la société de Spielberg, ajoutant qu'il s'en moquait. Pour Robert Duvall, le monde du cinéma a toujours consisté à faire du bon travail et à ne rien accepter de moins. Que les gens apprécient ou non son honnêteté, il n'a jamais prétendu être quelqu'un qu'il n'était pas. Après 6 décennies à Hollywood, les confessions explosives de Robert Duvall ont finalement brisé l'image parfaite de l'une des légendes les plus respectées du cinéma. Qu'il ait refusé le Parrain 3 pour une question d'argent ou qu'il se soit disputé avec Stanley Kubrick et Henry Hathaway. La vérité choquante est claire. Derrière ses performances brillantes se cachait un homme refusant tout compromis, même si cela lui coûtait des millions. Son honnêteté brutale ne lui a pas valu beaucoup d'amis dans l'industrie, mais Duvall s'en moquait. « Les meilleurs réalisateurs n'ont jamais eu de problème avec moi », a-t-il déclaré un jour, laissant entendre que les autres n'étaient tout simplement pas assez bons. Cette intégrité obstinée explique pourquoi il a tourné le dos à certaines des plus grandes franchises hollywoodiennes et pourquoi certaines stars ont refusé de retravailler avec lui. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Les querelles passionnées de Robert Duvall révèlent quelque chose de rare à Hollywood. Une star qui privilégiait ses principes à son salaire, même si cela lui valait de se faire des ennemis puissants. La question reste posée. Était-il difficile ou simplement exigeant?